Mes chers compatriotes, c'est encore moi. Je vous l'ai toujours dit, si vous posez les mauvaises questions, vous obtiendrez les mauvaises réponses. Et nous devons appliquer des solutions adaptées au contexte réel qui nous correspond. Aujourd'hui, je vais parler des villes mortes. Vous savez, j'ai un sentiment assez ambigu avec les villes mortes, surtout celles faites dans des pays comme le Cameroun. Et à mon humble avis, l'établissement des villes mortes est une erreur stratégique du point de vue local, surtout parce qu'elle vient casser un mouvement populaire qui avait déjà bien démarré. Mais c'est quand même un point positif marqué au niveau international, parce que ça rend clair et flagrant le rejet de Paul Biya et du RDPC. Et c'est aussi au niveau de la mémoire collective quelque chose d'assez puissant. Parce que d'un côté, les éléments même, les Camerounais qui trouvaient des excuses pour le RDPC ne peuvent plus en avoir. Parce que le mouvement global, général, l'impact visuel démontre que la majorité des Camerounais n'ont pas voté pour lui. La question est de savoir, est-ce que c'est si important dans un contexte dictatorial? Vous allez voir où je veux en venir. Lorsque je regarde l'objectif d'un mouvement de ville morte, c'est-à-dire de paralyser une ville pour protester de manière non violente contre les situations politiques, sociales ou sécuritaires, en empêchant les gens de travailler et de circuler, les organisateurs de villes mortes et les participants visent à attirer l'attention en fait sur les revendications et à exercer une pression sur les autorités, comme l'insécurité, la répression, l'inaction ou, par exemple, des résultats électoraux contestés peuvent être des raisons pour justifier une ville morte. Donc, ce que je comprends en fait de cet objectif-là d'une ville morte, c'est que en réalité, ça n'a de résultats positifs ou négatifs qu'en fonction des attentes que nous avons et surtout en fonction du contexte dans lequel nous sommes. Par exemple, dans un État normal, soucieux de son peuple, soucieux de se faire réélire à des élections démocratiques et transparentes, le concept de ville morte fonctionnerait bien parce que l'État en question ne veut pas paraître mal et l'impact économique va être réel pour tout le monde. Et vu qu'il doit se faire réélire, la pression créée par les villes mortes forcerait les gouvernements à venir négocier et même à faire des concessions. Par exemple, une manifestation des syndicats en France, généralisée, a plus d'impact en France qu'au Cameroun. Par exemple, bon, on voit les enseignants qui ont les ETS, ils ont manifesté à répétition et le gouvernement à répétition leur a craché au visage. Et je suis d'ailleurs surpris de ne pas voir des manifestations syndicales et enseignantes sortir. Mais ça, c'est important. Et ça, par contre, je vais vous en parler dans le dans la suite de mon propos. Par contre, dans un pays tyrannique tel que le Cameroun, je vois une ville morte comme un couteau à double tranchant. C'est un peu comme une trêve de guerre qui permet en réalité de pourparler derrière les rideaux. Ça, c'est d'un côté, en offrant l'opportunité de l'établissement d'une certaine paix, d'un côté, mais de l'autre, la possibilité que chaque camp, en réalité, profite de cette trêve pour se réarmer et se repositionner pour une confrontation encore plus violente que la confrontation initiale. Mais la seule constance dans ce type de trêve, c'est que les principales parties concernées, qui sont les peuples des pays respectifs à ces pays en guerre, sont exclus de la négociation. Personne ne demande leur avis. Il n'y a pas de référendum. Personne ne demande leur avis, en général. Donc, selon moi, dans une société telle que le Cameroun, face à un État dictatorial, sanguinaire, qui ne respecte même pas ses propres lois, bref, face à un État voyou sans droit, un environnement sans droit réel, un mouvement tel que les villes mortes est un pari très risqué. Parce que, regardez, il permettra à Tiroma de gagner des points, une crédibilité sur le plan international, en rendant visible et flagrant le rejet de Paul Biya et du RDPC. Il permettra aussi à Tiroma de montrer au reste du peuple, à la minorité du peuple qui est réfractaire ou à la majorité qui n'a pas voté, que le choix du peuple, c'était lui. Donc, donc c'est difficile à la majorité de rester vraiment silencieuse dans ce cas-là. Il faudrait qu'il prenne position, idéalement position pour Tiroma. Ça permettrait aussi, en réalité, à Tiroma et au camp de l'opposition de mieux s'organiser, de mieux négocier entre eux. Par exemple, ça revient au syndicat dont je parlais, de ramener les centrales syndicales dans le camp de l'opposition, de les activer, d'activer les associations étudiantes pour que, après le 6 novembre, dans l'investiture, il y ait une manifestation encore plus large que la manifestation initiale. Donc, ça, c'est un des côtés qui pourrait être positif. C'est pour ça que je vous ai dit, ça dépend en fait, de nos attentes et du contexte. Par contre, le côté extrêmement négatif de la chose, c'est qu'il vient refroidir le mouvement de protestation du peuple en espérant que celui-ci reprenne plus d'ampleur après des négociations faites en off, s'il y a assermentation de Paul Biya. Donc, j'espère que l'équipe de Tiroma travaille activement à activer, excusez la tautologie,
les centrales syndicales, les associations étudiantes, les femmes, les bensikineurs. Il faudrait que pendant ces 4 prochains jours, là, ces 3 prochains jours qu'il nous reste, qu'il y ait un travail de fond extrêmement important pour activer ces centrales-là. Mais ça va être dur. Ça va être dur parce que Issa Tiroma n'est pas la bonne personne derrière laquelle le pays aurait dû se lever et les Camerounais le savent. Il est là par défaut. Lui le sait, nous le savons. Cet œuvre aussi risque de décourager plus d'un. Ça, c'est un autre risque. Car ils auront le temps de subir l'intimidation du régime. Leur détermination aura le temps de se faire tester par les campagnes de découragement du régime qui montreront évidemment les victimes en leur disant si vous sortez, ça va être votre tour. Comme le colonel ou le capitaine qui disait moi j'en ai envoyé 1000 déjà devant. Hein. Mais ce qui est plus inquiétant dans ce mouvement de découragement-là, ça laisserait les combattants pour la liberté subir les pressions familiales pour les forcer à arrêter de manifester. Donc, une ville morte dans le contexte du Cameroun, ça fait perdre au mouvement de protestation l'effet de surprise, permettant aussi au régime de se préparer pour la prochaine confrontation. Et surtout, ça permet au régime de son côté d'ouvrir les canaux de communication et de négociation avec les partis opposants à l'interne du régime. Et surtout, je vous dirais, ça lui donne le temps de repérer les factions de l'armée, potentiellement rebelles, avec qui il va entamer des négociations avec leurs dirigeants pour essayer de les ramener dans son côté ou tout simplement les éliminer. Le tout dans un objectif affiché d'obtenir en fait une masse critique dans l'armée qui lui permettrait de rester au pouvoir et encore de se préparer à un affrontement généralisé et beaucoup plus mortel que l'initial. Donc là, l'effet de surprise qui a empêché le système de se positionner va partir. Donc, cette pause lui permettra de se renforcer, de bâtir une stratégie de contre-attaque et surtout de prendre des positions stratégiques dans les villes pour repousser toute manifestation violente, pacifique, peu importe leur forme, armée ou non armée. Donc, ce que le soulèvement surprise avait permis va être difficile, va disparaître. Et c'est ça le problème. Comme je vous dis, c'est un double tranchant. Mais ça permet aussi, comme je l'ai dit tantôt, à l'opposition de forger ses alliés. Donc, c'est d'où mon ambivalence. Je suis assez déchiré. Mais, une chose que vous allez constater dans tout ce que je vous ai dit, il n'est jamais question du peuple. Et c'est là la plus grande défaite. Et je persiste à croire que les villes mortes dans des contextes camerounais sont des erreurs. Parce qu'ils tuent le momentum du peuple et ils retirent le peuple de cette position stratégique. Ils retirent le peuple de la table des négociations, en fait. Vous comprenez donc que les villes mortes fonctionneraient dans un état normal, sauf que nous ne sommes pas dans un état normal au Cameroun. Nous ne sommes pas dans un état qui respecte les règles du jeu et surtout nous ne sommes pas dans un état qui respecte son peuple. Il reste quand même très difficile pour moi de prédire avec certitude ce qui ressortira de cette ville morte. Mais je peux vous assurer d'une chose. La probabilité que rien n'en sorte est élevée. Parce qu'on en a déjà eu avant. Et parce que de la manière dont on analyse les forces en place, la détermination des régimes en place, il y a de fortes chances que cela affecte négativement la détermination du peuple à pouvoir continuer à se soulever. Je reste quand même positif parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des éléments du peuple qui n'étaient pas actifs lors de la première ville morte. Et l'application de cette ville morte-ci, qui rend flagrant le rejet de la majorité du système RDPC, pourrait activer les autres factions sociales. Par exemple, les syndicats, les étudiants, les associations de travail comme les bensikineurs ou les camionneurs. Donc ça peut être, c'est pour ça que je vous ai parlé d'un pari risqué. Un pari très risqué. Mais il y a une quasi-certitude. Une quasi-certitude. C'est que le nord du Cameroun deviendra le prochain Dozo. Je suis quasiment certain. L'autre chose, c'est que l'Ouest a une carte importante à jouer durant cette période. L'Ouest, si j'avais un conseil à lui donner, il devrait se réunir, se soulever en un seul homme et se réunir derrière la candidature de Maurice Kamto. Parce que selon mon analyse, ce serait la seule façon de forcer tous les deux camps présentement actifs à maintenir la volonté du peuple au centre des négociations. Pourquoi? Parce que le candidat en réalité qui portait les espoirs du peuple, c'est Maurice Kamto. Et présentement, on ne peut pas demander aux gens du Nord de le supporter. Issa Tiroma a gagné les élections, il est en droit d'être président. Mais le candidat du peuple, qui porte les aspirations de changement de ce Cameroun dont nous rêvons tous et que nous aimons tant, c'est Maurice Kamto. Et la seule solution pour ramener les espoirs du peuple, la volonté du peuple au centre du débat, c'est qu'il y ait un troisième front qui soit créé et que ce front-là essaie de porter Maurice Kamto
de l'amener à la table des négociations. Ainsi, ça garderait le peuple et ses aspirations dans le jeu. Parce qu'encore une fois, lors d'une trêve, le peuple est exclu. Il faut que quelqu'un soit à la table des négociations pour le représenter. Et compte tenu du contexte qu'on a, des deux belligérants qu'on a, régime RDPC et Issa Tiroma, la seule personne crédible, c'est Maurice Kamto.